Bonjour et bienvenue. On s'est toujours demandé pourquoi est-ce qu'on travaille en groupe? C'est une question qui remonte à la nuit des temps. Qu'est-ce qui nous pousse à créer des entreprises, des associations ou des services publics au lieu de tout simplement échanger des biens et des services sur un marché? C'est vraiment la question fondamentale qu'on va creuser aujourd'hui. Tout part de là, d'une interrogation qui a l'air toute simple en surface. Mais au fait, pourquoi les entreprises existent? Pourquoi ne pas imaginer un monde où l'on achète et on vend absolument tout ce dont on a besoin sur un marché complètement ouvert? Chaque service, chaque pièce, chaque compétence. La réponse, vous allez voir, est loin d'être si évidente. La clé du mystère se trouve dans un concept super important, les coûts de transaction. Pour faire simple, imaginez que vous voulez construire une voiture. Si on passe par le marché pour tout, il faut trouver un fournisseur pour les pneus, un autre pour les sièges, il faut négocier chaque contrat, vérifier la qualité à chaque fois. Eh bien, tout cet effort, tout ce temps, tout ça, ça a un coût. Voilà ce que sont les coûts de transaction. Et donc n'importe quelle organisation, à chaque instant, se retrouve face à ce choix binaire, ce choix fondamental. Est-ce que c'est plus efficace de faire quelque chose en interne avec ses propres équipes, ses propres ressources, ou alors est-ce que ça vaut plus le coup de le faire par quelqu'un d'autre à l'extérieur sur le marché? Alors attention, cette idée, elle ne sort pas de nulle part. Elle a été théorisée par deux économistes absolument visionnaires, Ronald Coase et Oliver Williamson. Et honnêtement, ils ont complètement changé notre manière de voir et de comprendre les organisations. Dès 1937, oui, 1937, Ronald Coase a postulé que les entreprises, à la base, sont créées pour une seule raison, réduire ces fameux coûts de transaction. D'après lui, une boîte va grandir, intégrer de nouvelles activités, jusqu'au moment où le coût de la gestion en interne, la bureaucratie, la lourdeur, devient plus élevé que le coût de passer par le marché. C'est pile à ce point de bascule que l'entreprise atteint sa taille, disons, optimale. Un peu plus tard, c'est Williamson qui va affiner cette théorie. Il a identifié les frictions, disons, humaines qui rendent le marché si cher. D'abord, on ne peut jamais tout prévoir dans un contrat. Ensuite, il y a l'opportunisme. Un partenaire peut très bien essayer de tirer la couverture à lui. Et enfin, et c'est crucial, si on fait un investissement très spécifique pour une seule relation commerciale, comme une machine qui ne sert qu'à un seul client, ça crée une dépendance qui est hyper risquée. Tous ces facteurs, ils font grimper en flèche le coût de l'échange. Ce dilemme permanent entre faire ou faire faire n'a pas une seule bonne réponse, évidemment. Au contraire, c'est justement ce choix qui a donné naissance à une incroyable diversité de structures. On peut voir chaque type d'organisation comme un outil différent, adapté à une tâche bien précise. Pour simplifier, on peut les classer en trois grandes familles. D'un côté, on a les entreprises, dont le but est clair, le profit. Elles sont financées par ce qu'elles vendent. Ensuite, il y a les organisations publiques qui remplissent une mission de service public grâce à nos impôts. Et enfin, le monde des organisations à but non lucratif, qui poursuivent une mission sociale et se financent de plein de manières différentes, comme les dons, et qui comptent souvent énormément sur les bénévoles. Justement, faisons un petit zoom sur le monde des entreprises. Parce que derrière les quelques grands noms que tout le monde connaît, la réalité est en fait bien plus fragmentée et même précaire. En France, par exemple, le chiffre est assez dingue. 93% des entreprises sont des très petites entreprises, des TPE. Oui, 93%. Ça veut dire que l'écrasante majorité de notre tissu économique est en fait composée de toutes petites structures, avec moins de 10 salariés. Les grosses boîtes, finalement, ne sont qu'une toute petite partie du paysage. Mais cette vitalité a un revers, et il est de taille, la fragilité. La moitié des nouvelles entreprises, 1 sur 2, ne passe pas le cap des 5 ans. La conclusion, c'est que le vrai défi, ce n'est pas seulement d'exister, c'est de durer. Et pour durer, il n'y a pas de secret. Il faut s'adapter. Et ça, c'est le défi majeur de notre époque. L'environnement, qu'il soit économique, technologique, social, tout change à une vitesse folle. Et aucune organisation, qu'elle soit minuscule ou géante, ne peut y échapper. Le vrai problème, comme le dit très bien cette citation, c'est que bien souvent, le changement, on le subit plus qu'on le choisit. On attend d'être au pied du mur, que la crise soit là pour enfin donner un coup de volant. Mais cette adaptation par la crise, c'est de loin la plus douloureuse et la moins efficace qui soit. L'histoire de Nokia, c'est un cas d'école tragique. C'était le leader incontesté, le roi du monde. Mais l'entreprise était tellement rigide, tellement enfermée dans sa bureaucratie, qu'elle a été totalement incapable de réagir à l'arrivée de l'iPhone. La crise qui a suivi a été d'une violence inouïe. Elle a forcé un changement radical, oui, mais bien trop tard, et ça s'est terminé par la vente de son cœur de métier historique. Michel Croisier, un sociologue qui a beaucoup étudié ça, le résume parfaitement. Changer par la crise, c'est un échec programmé. Ça coûte une fortune, ça détruit les relations humaines, ça mène à de mauvaises décisions prises dans l'urgence et ça met l'organisation en permanence avec un temps de retard. Heureusement, il existe une autre voie, une autre approche qui ne voit pas le changement comme une menace qu'on subit, mais plutôt comme une dynamique qu'on intègre au quotidien. Et là, la différence est juste frappante. D'un côté, on a le modèle rigide, réactif, qui attend la crise pour bouger. De l'autre, un modèle flexible, proactif, qui apprend en permanence de son environnement.
C'est toute la différence entre subir le futur et, le construire. Ce fameux modèle, il porte un nom. C'est l'agilité organisationnelle. Et c'est sans doute la compétence clé du XXIe siècle. L'objectif, ce n'est plus d'être stable à tout prix, mais d'être capable de s'adapter tout le temps. De faire du changement son état naturel, en quelque sorte. Des entreprises comme Amazon ou Tesla sont de parfaits exemples de cette agilité. Amazon, avec ses fameuses Two Pizza Team, ses petites équipes autonomes, c'est une véritable machine à innover. Tesla, de son côté, améliore ses voitures même après les avoir vendues, grâce à des mises à jour logicielles et apprend publiquement de ses erreurs pour progresser. L'entreprise utilise même des structures hybrides, comme sa Gigafactory avec Panasonic, pour optimiser ses fameux coûts de transaction. C'est la théorie en pleine action. Et tout ça nous amène à la question finale. Dans un monde qui bouge sans arrêt, la vraie durabilité, la vraie pérennité, elle ne vient peut-être plus de la solidité ou de la rigidité, mais bien de la capacité à apprendre et à se transformer en permanence. La question n'est plus de savoir si une organisation est bâtie pour durer, mais plutôt de se demander si elle est bâtie pour apprendre. Et c'est la réponse à cette question qui, sans aucun doute, déterminera les gagnants et les perdants de demain.